On pense très souvent que dire le bénédicité avant de commencer un repas, ou bien éclater une bouteille de champagne sur la coque d'un bateau avant sa mise à l'eau, ce sont juste des simples traditions. Ouais, un peu de folklore culturel en fait. C'est ça. Peut-être un peu de superstition, un côté festif, mais si on gratte un peu sous la surface de ces actes qui sont devenus hyper mécaniques aujourd'hui, on découvre une hypothèse assez vertigineuse. Complètement. Selon certaines explorations récentes en biophysique, nos ancêtres étaient peut-être en train de faire de la programmation quantique sans même le conceptualiser. Et c'est exactement l'angle de notre exploration d'aujourd'hui. On va décortiquer ensemble une série de documents qui tentent de jeter un pont entre ces rituels anciens, les mécanismes de la conscience humaine et la physique contemporaine. Et la mission de ces sources, elle est super ambitieuse. Elle cherche à démontrer que notre intention aurait la capacité d'agir concrètement sur ce qu'on pourrait appeler le code source de la matière. Pour mener cette enquête, on s'appuie sur des documents vraiment denses. On a les audios, les réflexions et les méthodes de Patrick Rénal-Jancet. Oui, notamment autour de son protocole d'harmonisation qu'il appelle OM-ROM. Tout à fait. On va aussi analyser les enquêtes du documentaire Lumière du réalisateur Peter Arthur Strobinger. Et on regardera aussi les synthèses du journaliste Patrice Van Hersel et les travaux du physicien Patrick Drouot sur la médecine vibratoire. Ce qui est vraiment captivant dans tout ça, c'est que ces sources suggèrent que ce qu'on classe souvent dans la case magie ou don inexplicable, ça pourrait relever d'une véritable technologie de la conscience. Et le meilleur point d'entrée pour comprendre cette technologie, c'est justement d'observer comment elle s'est vidée de son sens au fil des siècles. Tu parlais des bateaux tout à l'heure. Ouais, tu sais, l'image classique du grand navire flambant neuf. La foule retient son souffle, on lance la bouteille de champagne, elle se brise et tout le monde applaudit. En écoutant les audios produits par Patrick Josset pour préparer cette exploration, il y a une notion qui est vraiment ressortie. Ce geste n'avait rien d'un simple spectacle à l'origine. Ah non, pas du tout. Autrefois, il s'agissait pas de champagne, mais d'eau bénite ou d'eau harmonisée. L'intention derrière l'acte était extrêmement précise. Il s'agissait de redonner à la matière du bateau son harmonie. C'est ça alors? Exactement. Il fallait en quelque sorte pacifier cette matière après la violence de sa construction, tu vois, le fait de couper le bois, de forger le métal, pour qu'ensuite le bateau puisse flotter sur l'océan en parfaite résonance avec les éléments. En harmonie avec la source, oui. Et Josette explique d'ailleurs très bien dans ses audios la dissonance qu'il a lui-même ressentie face à ces pratiques. Oui, il raconte qu'il a été longtemps en dissonance avec la religion et ses rituels. Il percevait ça comme des dogmes vides. C'est ça. Et ce n'est que plus tard, quand il a découvert et mis au point cette harmonisation OM-RAM, qu'il a fait la différence entre la religion institutionnelle et la spiritualité vibratoire. Quand il a pu constater concrètement les effets que ça avait sur les éléments, il a tout de suite fait le lien avec ses pratiques ancestrales, le bénédicité pour bénir la nourriture, ou l'utilisation de l'eau consacrée à l'entrée des églises. On a le sentiment qu'on met en place ces pratiques sans avoir réellement la connaissance de leurs effets. C'est devenu comme une tradition un peu creuse, une répétition qui a complètement oublié son sens profond. C'est une excellente analogie. Ça fait un peu penser à un raccourci clavier sur un ordinateur dont on aurait oublié l'utilité première. Ah oui, genre on continue d'appuyer sur CTRL-ALT-SUP tous les matins, juste par habitude. Voilà, parce que nos grands-parents le faisaient, mais on ne sait pas qu'il y a un logiciel derrière censé réagir. Le geste reste, mais la commande ne répond plus parce que l'intention consciente a disparu. C'est fou. Et dans son témoignage, José raconte qu'après avoir mis au point son harmonisation, il a eu la chance de découvrir un protocole de barreur de feu. Ah oui, les fameux coupeurs de feu. Ouais. Et ça lui a fait faire un pas de plus dans la conscience de nos possibilités d'interagir avec ce fameux code source, pour transformer une information douloureuse et la pacifier. Parce que dans la culture populaire, on imagine souvent que soulager une brûlure, c'est un don mystique ou un secret de famille. Mais lui affirme que non, c'est un vrai protocole. Il parle d'ailleurs d'une démarche fondamentale dans la vie face à ce genre de choses, Laquelle? en 3 étapes. D'abord, accueillir la nouveauté, même si elle paraît complètement exubérante ou incompréhensible. D'accord. Ensuite, expérimenter cette connaissance pour se l'approprier et la valider. Et enfin, la partager pour que d'autres puissent faire pareil. C'est exactement ce qu'il a fait pendant plus de 10 ans. Il raconte que ses stagiaires étaient toujours étonnés quand il leur partageait ce protocole. Ils pensaient tous que c'était un don de naissance. Alors que c'est une suite d'intentions qui permet de réécrire la ligne de code de la douleur, en quelque sorte. C'est fascinant, mais du coup, ça soulève une question assez mécanique. Comment une simple pensée, qui est invisible, peut-elle modifier physiquement la chair brûlée ou l'eau d'un navire? Ouais, par quel canal physique cette intention voyage-t-elle?
C'est là que nos sources nous orientent vers la biophysique, et en particulier les travaux du chercheur allemand Fritz Albert Popp. Ah, on rentre dans le dur, là. Un peu oui. Dans les années 70, Popp a mis en évidence l'existence de ce qu'il a appelé les biophotons. Des photons, donc de la lumière, mais biologiques. C'est exactement ça. En gros, nos cellules, et plus spécifiquement notre ADN, émettent et absorbent de minuscules particules de lumière ultra faibles. Attends, notre corps émet de la lumière? Oui, de la lumière cohérente. Popp a théorisé que ce réseau lumineux n'est pas juste un effet secondaire bizarre, mais le système de communication principal de notre organisme. D'accord. Nos cellules communiqueraient entre elles à la vitesse de la lumière via ce réseau optique pour orchestrer les millions de réactions biochimiques par seconde. Donc on serait littéralement structuré par de la lumière. Selon ses recherches, oui. Popp disait même que la véritable nourriture qu'on tire d'une plante, par exemple, c'est pas juste ses molécules chimiques. C'est quoi alors? C'est l'information lumineuse que la plante a stockée à partir du soleil. Oh waouh, ça donne une toute autre dimension à l'expression « on est ce qu'on mange », quoi. Et pour faire le lien avec l'intention, on a cette expérience incroyable menée par Dean Radin à l'Institut des sciences noétiques. Ah oui, l'expérience avec le chocolat. C'est ça. Ils voulaient voir si l'intention pouvait modifier la matière. Ils ont demandé à des moines bouddhistes mongols d'informer du chocolat avec des intentions de paix et de bonheur. De l'informer, donc de méditer dessus en bois. Oui, de projeter cette intention dessus. Et ça a été fait avec la rigueur d'un essai clinique en double aveugle. Donc, ni ceux qui mangeaient, ni ceux qui distribuaient ne savaient quel chocolat était béni et lequel était un chocolat normal de la même usine. Exactement. Et les résultats ont montré que le groupe qui a mangé le chocolat informé par les moines rapportait des hausses de satisfaction et de bonheur statistiquement supérieures. C'est fou. Mais permets-moi de faire l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y. Quand on parle de ce rare de truc, l'explication par défaut de la science, c'est l'effet placebo. Est-ce qu'on n'est pas juste face à une suggestion psychologique hyper puissante? C'est la vraie question. Je veux dire, le placebo, ça calme une migraine, d'accord, mais ça va pas ressouder un os instantanément. Il y a bien une limite à la force de la pensée, non? Cette remarque, elle soulève vraiment le nœud du débat. Le documentaire Lumière aborde cette question frontalement. Et qu'est-ce qu'ils en disent? La médecine classique a toujours vu le placebo comme un bruit de fond gênant, une erreur à soustraire. Mais des chercheurs comme Radin inversent le truc. C'est-à-dire? Pour eux, le placebo, c'est pas une anomalie. C'est la démonstration éclatante que la conscience est le premier principe ordonnateur de la biologie. Donc, au lieu de dire « Oh, c'est qu'un placebo », ils disent « Regardez la puissance de la conscience ». Voilà. L'esprit façonne la matière. L'information commande la chimie. Admettons. Si l'intention est un logiciel capable de reprogrammer la matière, pourquoi certains ont une connexion haut débit, comme les moines ou les barreurs de feu, alors que nous, on rame pour charger la page d'accueil? C'est une excellente question. Qu'est-ce qui brouille le signal, en fait? Oui, c'est quoi le problème de notre antenne? José propose une réponse très concrète, basée sur son propre parcours. Tout commence pour lui au milieu des années 90, après un choc immense. Il a perdu 3 proches de maladies lourdes, c'est ça? Oui, et face à cette incompréhension, il remet tout en question. Il part faire des jeûnes longs en Ariège. Et ça le mène, bien plus tard en 2011, à expérimenter un jeûne de 60 jours. 60 jours sans manger. Mais physiologiquement, quel est le but d'une telle mise au repos? José utilise des mots très forts. Il décrit la digestion continue comme une prison biologique. Il parle de la gastronomie de la chute. Ah oui, quand même. En fait, quand on mange tout le temps, le corps tire son énergie du glucose. C'est une combustion qu'il juge sale parce qu'elle génère plein de déchets cellulaires, les radicaux libres. Et quand on arrête de manger? Le corps passe en cétose. Il utilise les graisses stockées. Et c'est une énergie beaucoup plus propre selon lui. Mais au-delà de la perte de poids, c'est quoi le rapport avec la lumière et l'intention? Le silence physiologique. Le système digestif, ça pompe une énergie colossale. En l'arrêtant, on coupe un énorme bruit de fond électromagnétique dans le corps. D'accord. Et c'est dans ce silence que notre ADN pourrait enfin vibrer de manière cohérente. Je sais qu'on parle ADN à un laser biologique. Ah, un laser biologique. C'est comme la différence entre une ampoule normale qui balance de la lumière dans tous les sens et un laser où tous les photons sont hyper concentrés dans la même direction. C'est exactement ça. Le jeûne permettrait de passer d'un état dispersé à une cohérence laser. Et c'est dans cet état qu'il a conceptualisé l'harmonisation OM-RAM. Et c'est quoi concrètement une longue méditation? Même pas. C'est une pratique de 4 ou 5 minutes. On projette avec l'intention les 7 couleurs du spectre lumineux sur les chakras. Pour réorganiser les charges énergétiques. Voilà.
pour ramener le corps ou un objet à sa matrice originelle de pleine santé vibratoire. C'est fou. Si je résume, c'est comme essayer d'accorder une guitare acoustique au milieu d'une usine métallurgique. Le bruit des machines, c'est la digestion constante, ça empêche d'entendre les fausses notes. Super analogie. Le jeûne, ce serait d'éteindre l'usine pour enfin écouter et accorder la guitare avec la méthode OM-RAM. C'est très clair. Mais attention, les sources qu'on analyse vont encore plus loin. Et là, on rentre dans la partie la plus controversée avec le documentaire Lumière. Oui, il faut prévenir ceux qui nous écoutent. Là, on aborde des choses qui heurtent de plein fouet la médecine classique. Le film parle de respirayanisme, c'est ça, Yaba? Oui, des individus qui affirment se nourrir uniquement de lumière, de prana, et qui ne mangent plus de matière solide. Il y a ce cas incroyable, Prahlad-Jani, un yogi indien. 78 ans au moment du documentaire. Et il affirmait n'avoir rien bu ni mangé depuis l'âge de 7 ans. Rien que le fait de ne pas boire d'eau pendant des semaines, c'est mortel. Alors des décennies. Nos reins lâcheraient. Justement, le ministère de la Défense indien l'a placé en observation stricte dans un hôpital, sous vidéosurveillance H24. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Le film avance que les échographies montraient que l'urine se formait dans sa vessie, puis était mystérieusement réabsorbée par les parois. Un équilibre parfait. C'est dingue. Et ces organes? Ils auraient eu la vitalité de ceux d'un homme de 25 ans. Waouh! Et c'est pas le seul profil abordé dans le film. Il y a un Suisse, Michael Werner, Oui, un docteur en chimie avec une vie active très classique, qui dit ne se maintenir qu'avec un peu d'eau. et une femme russe aussi, Zinaïda Baranova. Là, ils ont utilisé l'effet Kirlian pour elle. L'effet Kirlian, c'est ce procédé photographique à haute tension qui capture une décharge coronaire autour d'un sujet. Ce que certains appellent l'aura ou le champ éthérique, non? Exactement. Et selon le documentaire, les clichés de Baranova montraient un champ énergétique parfait et continu, malgré l'absence d'apport calorique. Évidemment, face à ces récits, la science institutionnelle crie au charlatanisme direct. Il y a un rejet en bloc. Comment nos auteurs expliquent ce mur d'incompréhension? Il parle de dissonance cognitive. Tu te rappelles la démarche fondamentale de Joselia Alt en 3 étapes dont on parlait au début? Accueillir la nouveauté, expérimenter et partager. Voilà. Nos auteurs estiment que la science matérialiste moderne bloque souvent à la toute première étape. Elle refuse d'accueillir la nouveauté. Parce que si l'information détruit son propre cadre de référence, elle préfère rejeter l'information plutôt que de devoir tout rebâtir. C'est le dogme. Je vois. Bon, on va essayer de ramener tout ça à notre quotidien, parce qu'évidemment, on ne suggère à personne d'arrêter de s'alimenter demain, ce serait super dangereux. Ah oui, complètement. Le vrai défi, c'est comment intégrer cette conscience de la vibration dans nos vies modernes, qui sont par définition ultra bruyantes et accélérées. Et c'est là que les réflexions du journaliste Patrice Van Hersel et du philosophe Hartmut Rosa entrent en jeu. Que disent-ils? Rosa analyse notre société sous l'angle de l'accélération sociale. On est comme des hamsters dans une roue. Et Van Hersel illustre ça avec les chamans Koji de Colombie. Ah oui, eux, ils nous appellent affectueusement les petits frères. C'est ça. Ils nous regardent et disent en gros « Vous êtes fascinants, vous fabriquez des avions et des écrans magiques, mais on a pitié de vous. Pitié de nous. Pourquoi? » Parce que, selon eux, on n'entend plus le monde. On est devenu sourd. C'est tellement vrai. On maîtrise la matière, mais on ne perçoit plus l'information qui la sous-tend. On est tellement saturé par nos téléphones, notre stress, qu'on capte plus la moindre fréquence subtile. Alors pour retrouver cette écoute, Hartmut Rosa propose de se rendre volontairement indisponible au monde, de créer des bulles de silence intentionnelles. Et au-delà du silence, Von Hersel parle aussi du chant, non? Oui, via les recherches de Jill Pulse sur le chant harmonique. Pendant des millénaires, l'humanité a chanté pour toutes les étapes cruciales. Les moissons, les naissances, les morts. Et c'était pas juste pour se donner du courage. Pas du tout. Selon eux, c'est de la physique appliquée. C'est pour créer une résonance avec le champ morphique. Le chant morphique. C'est une théorie de Rupert Sheldrake. Un plan de construction invisible qui guide les formes biologiques. Chanter ou pratiquer OM-RAM, ça viendrait rétablir la structure géométrique de l'eau dans nos cellules par résonance acoustique. Sachant qu'on est constitué à 99% de molécules d'eau, ça prend tout son sens. Et le physicien Patrick Drouot apporte aussi une brique à ça avec le corps éthérique, Oui, il décrit notre enveloppe vibratoire comme une sorte de grand disque dur. qui enregistrerait tous nos traumatismes depuis qu'on est dans le ventre de notre mère. Exact. Et ce corps aurait impérativement besoin de ces moments de calme, de ce chant ou de cette fameuse indisponibilité au monde, pour évacuer les traumas et se restructurer. Donc en fait, on est à la fois l'ordinateur et le codeur. Si on résume, derrière les vieux gestes de nos ancêtres, comme la bénédiction d'un repas,
Se cacher une science profonde de l'intention que la physique quantique redécouvre aujourd'hui. L'univers, c'est pas qu'une horloge mécanique inerte. C'est un immense réseau d'informations qu'on peut façonner. C'est un vrai changement de posture existentielle. On n'est plus juste des victimes isolées dans la matière, on a le pouvoir de l'harmoniser. Et ça m'amène à une réflexion finale assez vertigineuse. Vas-y, je t'écoute. Les études montrent que l'intention de quelques moines suffit à changer l'impact du chocolat sur notre humeur. Imagine un peu l'échelle si on l'agrandit. Que se passerait-il si toute une ville, ou même l'humanité entière, synchronisait ses pensées dans un moment de pure gratitude? Tu veux dire agir sur le champ morphique à l'échelle globale? Oui, si notre esprit ordonne la matière, est-ce qu'on pourrait, en une fraction de seconde, réécrire le code source de notre environnement planétaire? C'est la grande interrogation sur notre potentiel latent, oui. Eh bien, ça laisse vraiment matière à réfléchir pour la suite. J'espère que ceux qui nous écoutent prêteront une attention toute nouvelle à l'intention qu'ils mettent dans leurs gestes du quotidien, même juste avant de déboucher une bouteille d'eau. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée avec nous et à très bientôt pour une nouvelle exploration.